Bonsoir, alors merci de m'accueillir déjà à Lille. Je ne suis pas d'ici, hein, je suis de Paris à la base, donc j'ai fait un énorme trajet pour venir. Alors ce soir, je vais vous parler de comment on va arrêter d'écrire du code inutile. Bon, à la base, c'était stupide, mais c'est un peu moins péjoratif, inutile, donc je préférais mettre ce titre. Je vais vous présenter une libre, en fait, justement sur un cas concret, et après, sur du mapping de code, du coup. Et après, on va voir un peu plus à la fin sur dans quel autre cas on pourrait appliquer ce principe. Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis Joël, je viens de Jollycode. Et je travaille aussi sur un projet qui s'appelle redirection.io. Voilà, si vous avez d'autres questions à la fin, vous pouvez venir me voir par rapport à... C'est un outil qu'on propose pour gérer tout ce qui est SEO, redirection.io. Donc, on va partir d'un constat de base, c'est que toute application fait du mapping de données. Alors, du mapping de données, de quoi je parle quand je dis ça? C'est tout simplement c'est ce bout de code. C'est en gros, on a une donnée de base on a une donnée qui vient de quelque part, et on va appliquer une propriété de cette donnée à une autre donnée. Donc en gros, on va appeler un setter avec un getter. Ça peut être un setter ou une propriété directement, il y a plein de façons de faire. Donc ça, c'est du code qu'on écrit de temps en temps, voire même très souvent. Dans quel cas on fait du mapping de données? Alors il y a plein de cas différents. Donc le cas de base, c'est on passe d'un domaine, d'un schéma A à un schéma B. Donc en gros, on passe par exemple de notre couche objet de base de données à une couche objet d'API. Ça, c'est un exemple. On va aussi, quand on fait des appels vers des services externes, donc avec une API client ou d'autres choses, on va appeler leur format à eux. Donc on va faire du mapping de données pour dire tiens, ce qui vient de ma base de données là, je vais l'envoyer à leur service à eux. Ou dans des formulaires, donc par exemple dans des formulaires Symfony, on va en gros mapper les données de la requête aux données objets de notre modèle. Quand on fait de la sérialisation, quand on fait du JSON, quand on fait de l'import de données, par exemple, une base de données legacy qu'on passe dans une autre base de données avec un nouveau schéma, on va faire de l'import de données, on va mapper des données de l'ancien schéma au nouveau schéma. Donc il y a énormément de cas d'utilisation, et en fait on le retrouve tout le temps. Enfin, il y a toujours des cas où on va toujours à un moment dans notre application, on va avoir un mapping de données à droite à gauche. Alors comment est-ce qu'on fait ce mapping de données? Donc il y a l'option A toute simple, en fait on va écrire tout à la main. Donc, voilà, on fait des lignes et des lignes de code. Alors des fois on fait plein de getter-setter, des fois on a un modèle un peu plus DDD, on va avoir une méthode qui va prendre plusieurs paramètres en entrée. Après des fois on a des objets simplement des tableaux, on passe d'un tableau à un tableau, enfin voilà, il y a plein de façons de faire. Et on écrit à la main. Alors, écrire à la main, ça a plusieurs avantages. C'est que déjà c'est rapide à exécuter, c'est super rapide, il n'y a pas plus rapide à faire que faire ça à la main. Mais bon, après, c'est long et ennuyeux à écrire, ça n'a aucun intérêt. Enfin, à part écrire des milliers de lignes de code et avoir un énorme différentiel dans son Git, et du coup, ton patron est content parce que tu as fait beaucoup de lignes de code. Mais c'est aussi très long et ennuyeux à maintenir. Enfin, voilà, quand vous arrivez dans un fichier et que vous voyez 10 000 lignes de getter-setter en mode punaise, il faut que je rajoute telle propriété à tel endroit. Alors où est-ce que c'est Ok, bon, c'est vraiment ennuyeux. Et surtout, ça fait des fois c'est du code, on perd le code métier au milieu de ce mapping, alors qu'il n'y a pas vraiment de gros intérêt. La deuxième solution, du coup, on va automatiser le mapping. Automatiser le mapping, en fait, on le fait déjà à plein d'endroits quand on fait par exemple du Symfony. Donc il y a les formulaires dans Symfony, ils mappent automatiquement nos données de la requête vers des objets. Donc on va écrire un form builder, on va dire avec des types, ce genre de choses, et lui va se débrouiller tout seul à mapper la requête avec notre objet. Ou des fois, s'il y a des trucs un peu plus spécifiques, on peut mettre des classes qui vont dire pour transformer de telle façon, tu fais telle chose. Il y a les serializers aussi dans Symfony pour tout ce qui est les API ou autres. Base de données, par exemple, Doctrine fait du mapping de données énormément, mais elle mappe vos données de la base de données avec des requêtes SQL vers vos objets. Donc les itérateurs Doctrine, en fait, sont du mapping de données. Et puis, il y a des fois, on veut passer d'une classe A à une classe B, et il y a aussi des trucs qui s'appellent des automappers. Donc, par exemple, ça, c'est une lib qui est en termes de fonctionnalité qui est une des plus fournies en PHP, qui permet de faire ça. Donc de manière automatique, vous dites je veux passer de telle classe à telle classe, et automatiquement il va trouver les propriétés qui sont similaires, et
transférer les données de l'une à l'autre. Mais du coup, c'est quoi les avantages quand on automatise tout ça? Du coup, il n'y a presque rien à écrire. On met juste, on veut transférer de telle donnée à telle donnée, et puis l'outil fait tout seul. Il y a peu de maintenance du coup, et le code métier est plus clair. Par contre, généralement, c'est beaucoup plus lent à exécuter que du code natif, parce que forcément, il a plein de choses à faire. Alors pourquoi c'est plus lent? Parce que, alors ça c'est un exemple. J'aurais peut-être dû le mettre, bon, c'est pas grave. Un exemple qu'on a un cas concret chez nous sur l'outil redirection.io par exemple, il y a des moments où on doit envoyer énormément de données. Donc notre outil utilise API Platform et on a Doctrine aussi derrière. Donc c'est un truc assez classique au final. On doit envoyer à peu près 60 000 objets à des moments, enfin ça dépend des clients, mais entre 10 000 et voire 100 000 objets des fois. Mais ça, c'est un exemple sur 60 000 objets. Donc, c'est des objets assez simples. Ils ont à peu près 7 à 8 propriétés, je crois. Ils n'ont pas de sous-données. Ils n'ont pas plusieurs niveaux. Ils ont juste un simple niveau. Donc, on fait une seule requête pour ces 60 000 objets. Parce qu'en gros, ce qui va appeler cette API a besoin de toutes les données que ça concerne. Donc, soit on pourrait faire plusieurs requêtes avec de la pagination, mais dans tous les cas, elle aura besoin de toutes les données. Donc pour nous, c'est mieux de faire ça en une seule requête. Au final, c'est un peu plus rapide parce qu'il y a moins de requêtes, etc. Du coup, ça prend 30 secondes plus d'exécution en PHP. Alors que c'est 60 000 objets. C'est vraiment pas grand-chose, 60 000 objets. Je veux dire, il y a des bases de données qui font des millions et des millions de lignes de code, de données. Et c'est... 60 000 objets. Et 30 secondes pour 60 000 objets, je trouve ça vraiment énorme. Et quand on se rend compte, en fait, quand on passe tout ça à la moulinette avec avec Blackfire, par exemple, on a vraiment retourné dans tous les sens pour voir ce qui était lent. En fait, on se rend compte que 95% du temps pour retourner 60 000 objets, c'est la moitié est séparée dans l'hydratation de Doctrine de données depuis la base de données vers des objets, et après l'autre moitié, c'est dans la normalisation de Symfony en mode je veux le transformer en JSON. Donc en gros, 95% du temps est passé dans du mapping de données. Du coup, on a fait un moment, on s'est dit, bon, on a quand même besoin que ce soit rapide ce bout-là, donc on l'a réécrit à la main. Comme il y avait très peu de propriétés, très peu de choses à faire, c'était assez simple à écrire. On est passé par une requête SQL directement, qui retourne un tableau, et on encode directement le tableau en faisant quelques moulinettes pour transformer un peu des données qu'on a besoin. Et voilà, et on retombe à 500 millisecondes. Pourquoi c'est lent? Alors c'est assez simple, c'est que en fait à chaque fois qu'on va faire un mapping de données, donc que ce soit via Doctrine ou que ce soit via le Serializer, le Symfony, on se retrouve à faire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on va lire les métadonnées. Alors souvent, elles vont être en cache, ces métadonnées. Donc quand vous avez en mode production, vos données sont déjà en cache quand vous déployez. Mais bon, et des fois, c'est un peu plus lent parce qu'il faut qu'ils les mettent en cache, etc. Mais généralement, elles sont en cache. Mais même si elles sont en cache, on va quand même les lire. Donc il y a quand même un appel en IO de lecture de ces métadonnées. Ensuite, on va les analyser, ces métadonnées, parce qu'en fonction de telle métadonnée, on va faire telle ou telle action. Et une fois qu'on a lu et analysé ces métadonnées, on va pouvoir exécuter notre mapping. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le mapping est assez lent, même l'exécution du mapping est assez lente, enfin, en tout cas dans la partie serialisation, parce que ça fait appel à la réflexion dans PHP. Et appeler la réflexion dans PHP, c'est extrêmement coûteux. C'est une des choses les plus lentes qu'il y a dans PHP en termes purement CPU. Donc la solution idéale, enfin moi j'avoue qu'on avait envie, c'était c'est assez simple, hein, on veut que ce soit rapide d'écrire à maintenir, donc il faut que ce soit générique, on ne veut pas écrire des milliers de lignes de code, et on veut aussi que ce soit rapide à exécuter. Donc pour cela, en fait, j'ai créé une lib qui s'appelle Automapper, qui est basée sur d'autres libs que j'ai déjà fait de génération de code, qui a un ensemble dans GenPHP qui fait aussi de la génération de code pour des API client et pour des modèles JSON. La librairie est encore en cours d'écriture, donc il n'y a pas de release stable, mais elle va pas tarder à sortir. Je pense qu'elle commence à être très très complète. Enfin, j'ai pas encore tout qui est bon, mais je suis pas loin d'être là. En tout cas, je vais vous présenter un peu ce qu'elle fait.
Donc l'API de la librairie, c'est assez simple. Donc on retombe sur quelque chose d'assez générique. Donc on a un objet automapper. Donc il y a tout ce qu'il y a. Je suis en train d'écrire tout ce qu'il faut pour que ce soit directement intégré dans du Symfony, par exemple, ce genre de choses. Donc on va mapper une donnée source vers une destination, vers un target. Et en fait, c'est pas la destination, on met pas un objet en destination, on met le type qu'on veut en destination. Donc on va mettre le nom de la classe ou on va mettre array, par exemple. Alors, c'est un peu plus concret dans ce cas-là. Donc, typiquement, on a une source qui a un objet, peu importe, et on veut le mapper vers notre classe foo. On va pouvoir aussi le mapper vers une std class ou vers un tableau. Et on va pouvoir faire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mapper depuis un tableau vers une classe ou depuis une std class vers une autre classe. On peut aussi rajouter du coup des données spécifiques. Par exemple, on va dire, ah bah tiens, une donnée transformée, en fait, elle vient de deux autres données qu'on calcule entre elles. Donc on va pouvoir passer un callback pour dire pour telle propriété dans ma classe de destination, je récupère du coup mon objet de source et j'applique tel ensemble de code. Donc là, par exemple, on a l'année de naissance et on récupère du coup l'âge dans la classe source et on enlève la date courante. Enfin, qu'on enlève la date courante à l'âge pour avoir l'année de naissance. Alors, j'ai aussi rajouté énormément de fonctionnalités. Vous allez comprendre pourquoi j'ajoute ces fonctionnalités. Mais en gros, j'ai fait tout ce qui est une notion de groupe aussi. Donc, ce qu'il y avait par exemple dans les serializers de Symfony, vous pouvez mettre des groupes. Bah là, c'est la même chose. On va pouvoir mettre des groupes pour dire je veux mapper que les données, les propriétés de ce groupe-là. Donc de plusieurs groupes, d'un seul groupe, ou même pas de groupe du tout. Donc en passant un contexte et en disant les groupes qu'on veut. On peut aussi passer des attributs spécifiques en disant je veux mapper que tel attribut et pas les autres. Donc c'est une stratégie qui est exclusive, inclusive, je sais plus. Bref, que des attributs spécifiques. On peut aussi ignorer les attributs en disant je veux tout mapper sauf cet attribut. Et elle va aussi gérer tout ce qui est référence circulaire. Alors c'est assez marrant les références circulaires. Généralement quand on fait des références circulaires, on va dire dès que j'ai une référence circulaire, je casse. Là, moi, dans cette librairie, on a vraiment fait en sorte de garder les références circulaires. C'est-à-dire qu'on ne va jamais vous jeter une erreur, c'est une référence circulaire. Au contraire, on va la garder et on va essayer même que dans la destination, elle soit gardée. Donc typiquement, si on map d'un objet vers un autre objet, et ben, les deux classes ont une propriété parent, avec du coup les types qui correspondent, on va pouvoir garder la référence. Donc là, typiquement, le parent est bien gardé. Enfin, ce sera bien l'objet qu'on vient de créer qui sera son parent. De même, avec les tableaux, on va garder les références en mappant vers un tableau. Et de même, inversement. C'est-à-dire que depuis un tableau qui est une référence sur lui-même, on va pouvoir garder la référence en allant vers une classe. Qu'est-ce que ça a comme propriété intéressante? C'est que la librairie est capable de faire du deep cloning. Donc il y a une librairie qui existe déjà en PHP pour faire du deep cloning, mais en fait, faire du deep cloning avec l'automapper, c'est simplement de mapper vers la même classe que la source. Donc on map de la même classe de source vers la destination. C'est la même classe. Et du coup, en faisant ça, en fait, on se retrouve avec deux objets différents et on aura cloné tout l'intérieur, y compris tout ce s'il y avait des références dedans. On va gérer aussi tout ce qui est constructeur. Donc, en fait, au maximum, on va essayer d'utiliser le constructeur de la classe de destination, si on arrive à l'utiliser. Si jamais on n'arrive pas à l'utiliser, dans ces cas-là, on va instancier la classe sans constructeur. Donc avec différentes techniques, justement, pour aussi optimiser toutes les performances. C'est-à-dire que, par défaut, vous avez dans la réflexion, vous pouvez dire « je veux créer une nouvelle instance une nouvelle instance d'une classe sans constructeur ». Et en fait, on fait ça au tout début. On initialise une classe et après on va la cloner en fait. Parce que c'est beaucoup plus rapide de la cloner que de la recréer avec la réflexion. On a aussi tout ce qui est la conversion de nom, donc les name converters, donc il y a ça aussi dans Symfony. Donc ça utilise justement l'interface de Symfony, donc toutes les interfaces de Symfony qui font la conversion de nom. Donc on veut dire par exemple quand on va mapper d'une classe source vers un tableau,
on va pouvoir passer un name converter pour dire je veux que toutes mes propriétés dans mon tableau final soient en camel case, soit en snake case, soit en Pascal case, enfin peu importe, comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là, c'est juste une interface. Et il y a encore pas mal d'autres fonctionnalités. Il y a, par exemple, ça gère tout ce qui est propriété privée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que vous ayez de getter-setter dans vos propriétés. On va réussir à injecter directement dans les propriétés privées de la classe. On va aussi gérer tout ce qui est le maxdef, la même notation que dans Symfony. Tout ce qui est type casting aussi, c'est-à-dire que typiquement on passe d'un objet vers une chaîne de caractères, on va le caster, si c'est possible, d'un entier vers un float, d'une chaîne de caractères vers un entier, et on fait au maximum pour garder vraiment le type qui a besoin dans l'objet de destination. Il y a aussi du coup, alors toutes ces fonctionnalités ont été faites dans un sens, c'est pour faire aussi un bridge sur le serializer de Symfony. C'est-à-dire en gros il y a un normalizer en fait dans l'automapper, où vous le mettez en fait dans le serializer de Symfony, et en fait lui va prendre le relais par rapport aux autres normalizers qui existent dans Symfony. Il y a aussi la possibilité de rajouter ses propres transformations pour dire je veux passer par exemple d'une chaîne de caractères vers une classe, comment est-ce que je fais? Vous allez pouvoir rajouter votre propre transformateur pour dire tu me fais ça de telle façon. Et d'autres choses à venir, un bundle Symfony, tout ce qui est la gestion de l'héritage, par exemple une classe abstraite qui a plusieurs classes sources et on a un type pour savoir vers quelle classe on veut aller, ça va le gérer aussi à terme, comme dans Symfony en fait ça le fait aussi. Et beaucoup d'autres optimisations. Je reviendrai un peu sur la partie optimisation tout à l'heure. Et aussi l'intégration à d'autres librairies. Est-ce que c'est rapide? Alors c'est extrêmement rapide. Alors certains benchmarks ont été faits avant que d'autres fonctionnalités arrivent, donc ils ne sont pas forcément juste à 100%, et puis ça a été aussi, c'est des benchmarks. Donc ça a été fait dans un cas précis, avec des conditions précises. Donc ne me croyez pas sur parole, testez la librairie. Mais là, je ne pense pas que vous voyez trop en fait. Pour donner un exemple, tout en haut c'est du code natif PHP. Ça s'exécute en 260 millisecondes. Ma librairie s'exécute en un peu moins de 300 millisecondes. Et en savoir que les autres automappers sont à des facteurs de 3 ou 4 fois plus, voire 10 fois plus, et voire même 100 fois plus pour le dernier. Et là, c'est une comparaison avec toutes les librairies de serialisation qui existent, donc avec JMS, Symfony Serializer. Donc là, j'ai fait ça avec mon bridge. Et là, je suis presque aussi rapide que quand vous implémentez JSON serialisable dans une classe et que vous mappez tout à la main. Donc la différence, la lib de JSON serializable, elle est à 1 et moi je suis à 1.06, alors que Symfony Object, par exemple, est à 18.44. Donc on est à peu près entre 10 et 15 fois plus rapide que du Symfony dans ces cas-là. Alors comment ça marche pour être aussi rapide? Tout simplement, à la première exécution, donc on va faire comme toutes les autres librairies génériques, c'est-à-dire qu'on va lire les métadonnées, analyser les métadonnées, et ensuite, ce qu'on va faire de différent, c'est qu'au lieu d'exécuter le mapping, à ce moment-là, on va créer une classe, on va générer du code qui va correspondre à ce mapping. Et ensuite, on va faire le mapping, donc on va l'exécuter. Et à la seconde exécution, la classe va déjà exister, donc on va directement utiliser, sans relire les métadonnées, sans les analyser, parce qu'au final, vos métadonnées ne changent pas quand vous mettez en prod. Enfin, c'est très très rare des métadonnées qui sont génériques et qui sont dynamiques. Généralement, elles vont changer qu'à chaque déploiement. Donc en gros, à chaque déploiement, on va mettre dans le cache notre nouveau mapping. Donc, on met en cache le code. Donc en gros, on écrit le code dans un fichier, tout simplement. On a un hash aussi sur cette classe. En gros, la hash, ça va correspondre à la date de modification de la source et la date de modification de la destination. Donc en gros, on fait la somme des deux et on a un hash. Et du coup, si un des deux fichiers, source ou destination, change, c'est-à-dire que notre mapping potentiellement a changé, et on va du coup régénérer automatiquement le mapping.
Et on peut aussi désactiver cette régénération en mode production, parce que cette régénération fait un check à chaque fois pour vérifier si ça n'a pas été modifié. Donc ça, c'est comme dans Symfony, il y a ça aussi. En fait, on va éviter de regarder à chaque fois si ça a été modifié. En fait, on part du principe que ce ne sera jamais modifié. Et après, opcode se charge du reste. Comme c'est dans un fichier, c'est du PHP, ben, opcode, il l'a en mémoire, et puis du coup, c'est très très rapide. Alors, il y a encore d'autres optimisations qui sont possibles. En fait, on peut être encore plus rapide que ce que j'ai montré. Par exemple, on va pouvoir désactiver des fonctionnalités de manière automatique. Je vais prendre un exemple. Il y a pas mal de fonctionnalités qu'on peut désactiver, en fait, mais on va prendre un exemple complet. On va prendre la référence circulaire. Donc, il faut savoir, c'est que la référence circulaire, à peu près, là, quand je l'ai calculé sur ce projet-là, en faisant des tests avec Blackfire, c'est à peu près 15% du temps sur du mapping. Donc 15% du temps parce qu'il faut le hash de l'objet, etc. Ça prend pas mal de temps côté PHP, c'est quand même pas mal. Et en fait, ça, on peut le désactiver de manière automatique. On va prendre un exemple. On a une classe A qui a une propriété de type B, qui est une classe B en fait. On a B qui a aussi une propriété qui ramène vers le type de la classe A, mais on a aussi B qui a une propriété qui amène vers une classe de type C. En fait, on se rend compte qu'entre A et B, en fait, on a potentiellement des références circulaires. Par contre, C, elle n'a aucune propriété qui va vers d'autres classes. Donc en fait, quand on arrive dans C, c'est impossible qu'on ait de référence circulaire. Parce que selon les métadonnées, on n'a pas de type qui va faire qu'on va pouvoir revenir sur elle-même. Donc en gros, ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est qu'on va pouvoir supprimer le code dans le mapping de C qui correspond à la gestion de la référence circulaire. Comme on sait qu'on n'aura jamais ce cas-là, on va pouvoir le supprimer. Donc on va avoir des cas, en fait, on va pouvoir supprimer des grandes parties de fonctionnalités parce qu'on sait très bien qu'on n'aura jamais besoin de les utiliser. Et ça, du coup, ça évite, ça améliore encore les performances sur ce genre de classe. Il y a aussi la désactivation de fonctionnalités sur les cas d'utilisation. Typiquement, tout ce qui est attributs spécifiques, attributs ignorés, c'est très utile dans des cas où on a des API comme du GraphQL. Mais après, par exemple, si on fait vers une base de données, vers des objets modèles, en fait, on ne fait jamais ce genre de choses. Donc on va pouvoir aussi, pour du mapping, dire je veux désactiver telle fonctionnalité. Donc on va enlever toute cette partie de code qui consiste à vérifier qu'on a bien autorisé cet attribut par rapport dans notre contexte, etc. Comment ça marche en interne ? En fait, c'est assez simple. Je me suis vraiment parti du principe que je veux vraiment remplacer en fait certains normaliseurs de Symfony pour être vraiment rapide et surtout pas avoir à changer mon code qui marche déjà actuellement. Donc, on va utiliser le même extracteur de métadonnées que Symfony, c'est-à-dire Symfony Property Info. Donc, il y a pour extracter des métadonnées depuis Doctrine, depuis la PHP-Doc ou depuis la réflexion, voire d'autres s'il y a des librairies externes qui le font. Et ensuite, on va générer tout le code. Je ne vais pas utiliser des chaînes de caractères pour générer le code. Je génère du code directement dans un AST. Je vais revenir un peu après derrière dessus, avec du coup une lib qui s'appelle PHP Parser, donc qui est assez connue. Donc dès qu'on fait la manipulation de code ou de la gestion de code au niveau PHP, c'est la lib à utiliser. Il n'y a rien de mieux actuellement en PHP pour faire ça. Donc on utilise cette librairie. Donc voilà, donc là il y a différentes façons de générer du code quand on fait du PHP. Donc on passe soit par des chaînes de caractères, ou des fois on fait même des templates twig. Il y a certains projets qui font ça, qui font des templates twig pour générer du code. Moi je suis pas fan de cette méthode. En gros, je trouve c'est des chaînes de caractères en fait. On comprend pas ce que c'est. Quand on arrive, on reçoit juste une chaîne et du coup on n'arrive pas à identifier ce que c'est. Alors que quand on crée un AST, chaque partie du code est identifiable. C'est-à-dire que si c'est une condition, si c'est une boucle, si c'est une classe, une méthode, peu importe, je vais pouvoir savoir vraiment que ce code-là qu'on m'a envoyé, de quel type il est et à quoi ça concerne. Du coup, ça permet de faire, justement, quand on met en place des possibilités de passer du code custom, je vais pouvoir détecter quel type de code la personne m'a passé et pouvoir lui mettre des exceptions ou des erreurs parce qu'il ne m'a pas passé. Alors, je me demande une méthode de classe alors qu'il m'a passé simplement une expression. Et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense, la génération de code. C'est un peu avoir penser un peu au-dessus, c'est-à-dire que vous n'écrivez pas directement le code, vous écrivez un code qui va écrire votre code. Mais
Franchement, c'est vraiment pas compliqué. Une fois qu'on est dedans, ça se fait vraiment tout seul. Et l'AST, quand on fait via AST, c'est un peu plus verbeux que via de la chaîne de caractères. C'est moins lisible au premier abord. Mais au final, moi, je trouve que sur le long terme, ça fait à peu près 3 ans que j'écris des librairies qui permettent de générer du code. Sur le long terme, je préfère vraiment plus passer par l'AST. Alors, les cas pratiques, quand vous allez voir générer du code, là, comme j'ai fait pour Automapper, c'est pour faire du code rapide, à la fois rapide et à la fois générique, ou pour du boilerplate. Mais surtout, ce qu'il faut toujours faire, si vous voulez générer du code, il faut faire sur des cas très ciblés et simples. Il ne faut pas se lancer, je veux faire un générateur de code sur des cas, par exemple sur du e-commerce. Là, vous allez vous planter. Donc, dans le même style que l'Automapper, j'ai fait d'autres librairies aussi qui font de la génération de code. Donc, par exemple, vous avez une librairie qui s'appelle JSON Schema qui permet de générer un modèle de données selon un JSON Schema. Donc, ça prend l'aspect en JSON et ça va créer tout un modèle de données directement avec le getter setter, enfin un truc mais très très stupide, hein, en mode juste des getter setters et les types qui vont et puis c'est tout. Et aussi, ça génère aussi les normalizers, mais ça je vais le changer pour passer par la lib que je vous ai montré. J'ai aussi une lib OpenAPI qui permet de générer un client API. Donc en gros, vous prenez une spécification OpenAPI et ça vous génère tout le client API avec tous les appels vers tout ce qu'il faut. Ça essaie aussi même de mettre tous les plugins qu'il faut au niveau HTTP pour que ça corresponde à ce qu'il y a dans la spécification, au niveau du host, du port, etc. Mais après, il y a d'autres libs que j'aime qui font ça. Je ne suis pas le seul à faire. Hein. Par exemple, vous avez Symfony Routing qui le fait déjà. Alors, c'est pas vraiment de la génération de code. Eux, ils génèrent une regex unique pour toutes vos routes. Et en fait, je sais peut-être que vous avez lu le post de Nicolas Greca à ce sujet qui expliquait justement comment il avait fait ça. Et en fait, qui faisait un gain de perf vraiment monumental sur le routing de Symfony. J'étais x77, je crois, dans le blog post. Et c'est vraiment beaucoup plus rapide maintenant le routing de Symfony grâce à ça. Vous avez aussi le Symfony Maker Bundle, qui est un bundle qui existe, qui permet de générer tout le boilerplate pour Symfony, donc des contrôleurs, vos entités doctrines. Il y a des validateurs aussi, des formulaires, et un cinquième, mais je ne sais plus lequel c'est. Bon, bref, vous avez plein de boilerplates. Et voilà, c'est fini. Je peux vous montrer peut-être le code que ça génère. Je ne sais pas si ça intéresse des gens. Juste vite fait. J'espère qu'on va y voir quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous y voyez. Ah, c'est pas très lisible. Alors, hop, on va changer ça vite fait. Ah non, c'est pas ça. C'était dans Editor. Ouais, c'est peut-être un peu plus lisible là. Du coup, ce que ça génère, c'est en fait, on va par exemple, il y a plein de ça c'est pour vérifier que les attributs sont bien. Qu'on a bien le droit de prendre l'attribut, mais par exemple derrière, quand on fait le niveau du mapping, ça fait tout simplement ça. Enfin, c'est vraiment très stupide ce que ça fait, mais ça, comparé à de la réflexion, c'est vraiment plus rapide. Après, il y a d'autres choses qui sont optimisées. Typiquement, on a des références vers d'autres objets, et généralement, ce que vous faites dans Symfony, c'est que vous rappelez le serializer tout en haut pour dire « je veux serialiser mon sous-objet ». Et lui, après, va dire je vais retrouver le normalizer qui correspond pour pouvoir le serialiser. Et là, en fait, comme on a accès à tout, en fait, au lieu d'appeler l'automapper parent qui va de nouveau chercher, en fait, j'injecte directement mes mappers dedans. Donc, typiquement, on l'a ici, j'injecte directement ici les mappers qui sont nécessaires. Donc, en fait, je fais jamais d'appel au master automapper pour remapper une sous-propriété, je fais directement appel au mapper. Donc en fait, ça aussi, ça m'a fait gagner, je crois, à peu près 40% de performance. Rien que ça. Donc je fais jamais de check. Voilà. Bon, si jamais vous voulez voir plus, vous pouvez venir me voir après. Je ne vais pas trop vous montrer ça. Hop.
Et c'est tout pour moi. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tout au fond là-bas. Non. C'est justement, c'est pas release parce qu'il n'y a pas de doc pour l'instant. Mais il y aura une doc à terme. Après, l'API est assez, enfin, il y a pas mal de fonctionnalités, mais la base de l'API n'a pas vraiment besoin de beaucoup de doc. Enfin, c'est juste du mapping, quoi. Mais parce qu'en gros, hop, je vais revenir. Parce que la base, après, il y a plein de trucs possibles, mais vraiment, dans 90% des cas, en fait, on fait ça, quoi. On n'a pas. Mais oui, il y aura une doc pour expliquer sur toutes les fonctionnalités. Alors, les benchmarks, en fait, c'est des librairies qui existent, des projets, en fait, qui sont. Le premier, c'est un benchmark d'automapper. J'ai pas internet là, je peux pas vous montrer, mais qui est un benchmark d'automapper qui existe, qui benchmark tous les automappers. Donc je me suis plugué dessus en disant coucou, je suis là, je veux bien qu'on benchmark ma lib. Alors c'est beaucoup plus utile, c'est pas vraiment pour comparer aux autres. Enfin bon, ça sert aussi pour comparer aux autres, mais le principe aussi c'est que typiquement c'est mieux dans le deuxième exemple. Là, le deuxième exemple, la lib de benchmark, c'est une librairie qui est sortie, qui a été repris par Kevin et une autre personne il y a quelques semaines, qui est une benchmark sur tous les serializers. Et en fait, ce qui était très intéressant dans ce benchmark-là, par exemple, c'est la librairie T-Santos qui fait comme moi, qui fait de la génération de code. Donc moi, c'était vraiment bien d'être dans ce benchmark parce que au début, quand j'ai lancé mon premier benchmark, en fait, j'étais 2 fois plus lent que cette librairie. Et je me suis dit, on fait à peu près la même chose, pourquoi je suis plus lent, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai pu me rendre compte, en fait, que par rapport à ce qu'il faisait, par rapport à ce que je faisais, en fait, moi, je pouvais encore améliorer les performances. Est-ce qu'on peut invalider le cache si par exemple en prod je lance une console qui va modifier les métadonnées, qui est dégueulasse. Est-ce que je peux invalider le cache pour dire régénère-le, même si j'ai désactivé la régénération automatique? Alors, en tout cas, dans les intégrations que je vais faire avec Symfony, typiquement, le cache sera intégré à tout ce qui est warm-up. Dans celle que je vais faire, donc typiquement, il faudra faire un clear cache de Symfony ou un warm-up cache, et il va régénérer le nouveau cache avec le nouveau mapping. Personne d'autre? J'ai pas de stylo à faire gagner par contre, je suis désolé. Bon, merci à vous.